C'est bon. Très bien. Donc, je recommence. Bienvenue. Nous sommes 43 sur ce webinaire actuellement. Donc, ce webinaire s'intitule La participation des enfants au projet de design, grand angle sur les outils et supports de co-conception. Donc, c'est un webinaire organisé par le réseau Regard, qui est le réseau des designers de la petite enfance. Donc, c'est une communauté de designers qui s'intéresse à concevoir, créer pour les tout-petits, mais aussi les personnes qui les accompagnent au quotidien, à savoir leur famille et les professionnels de l'éveil et de l'éducation. Voilà, donc l'idée de ce réseau, c'est d'avoir différentes actions. Donc l'animation d'une communauté, on se réunit régulièrement pour parler de différents sujets. On a une plateforme Internet dédiée qui est en fait un annuaire de designers, concepteurs, artistes, médiateurs, etc. Et aussi un annuaire de projets en design et création à destination de la petite enfance que vous pouvez consulter sur Internet via le site Internet de Premier Cri. Le réseau Regard, c'est aussi des webinaires, donc comme aujourd'hui, des webinaires qui permettent à tout à chacun de vouloir se former sur des sujets divers en ce qui concerne la création pour les jeunes enfants. Voilà, et j'ajoute aussi que nous organisons aussi pour la rentrée 2026, la rentrée de septembre, une journée de rencontres annuelles qui auront lieu les 11, 12 et 13 septembre prochains au Grand Palais à Paris. Voilà. Nous allons communiquer très prochainement sur cet événement. J'ajoute aussi que, que Regard, c'est un réseau qui a été initié par Premier Cri, que je vais présenter dans quelques instants, puisque je fais partie de cette association, et donc est financé par le ministère de la Culture. Voilà. Eh bien, on peut commencer. On va d'abord se présenter toutes les deux. Alors, voilà. Donc, présentation des intervenantes. Donc, nous sommes deux aujourd'hui. Donc, moi-même. Donc, je suis Mathilde Jacot. Je suis designer social et participatif. Donc, je conçois des dispositifs, des supports et des outils de participation qui permettent d'inclure les usagers, en particulier les enfants, le public enfant, dans les processus de co-conception en design. Voilà, je crée des projets assez plastiques et sensibles qui permettent aussi de créer du lien social au sein de projets en design divers et variés. Donc, j'ai un statut de freelance. Donc, et à travers ce statut, je m'implique au sein de projets d'intérêt général. Donc, j'ai pu faire des expériences dans différents domaines, dans différents environnements. Donc, j'ai fait des expériences dans la conception d'espaces publics, donc la fabrique de la ville participative, également dans le milieu du soin à l'hôpital, et aussi plus récemment, du coup, dans le milieu de la petite enfance, de l'éveil et de l'éducation, puisque donc je suis salariée chargée de mission designer chez Premier Cri. Premier Cri qui est une association de recherche et de création sur la petite enfance de 0 à 6 ans, à l'initiative du coup du réseau Regard. Donc à la rencontre entre science et design, l'association crée et anime des espaces de rencontre et de collaboration entre la recherche et la société dans le domaine de la petite enfance. Donc on développe différentes actions comme la recherche, la formation, la création et aussi des actions de conseil. Et donc, toutes ces actions permettent et cherchent à valoriser l'expérience des acteurs et actrices de la petite enfance afin d'améliorer l'éveil et l'éducation des jeunes enfants. Voilà, je vais laisser la parole à Chloé qui va se présenter. Merci. Donc, bonjour à toutes et à toutes. Donc, moi, je suis Chloé. Je suis paysagiste, conceptrice et je travaille chez Récréation Urbaine que je présenterai juste après. Moi, mon parcours, j'ai une formation en art appliqué, donc en BTS Design d'espace. Et ensuite, j'ai fait de l'école
nationale supérieure de paysage de Versailles, dont j'ai été diplômée en 2013. Et ensuite, j'ai travaillé toujours sur les questions d'usage et d'espace public, d'abord dans une association que j'ai coordonnée pendant 4 ans qui s'appelle La Fabrique des Impossibles, qui conçoit et met en œuvre des projets artistiques et participatifs dans l'espace public, donc avec l'objectif de faire de la médiation entre des acteurs du champ social, culturel, artistique et des habitants, notamment dans les quartiers prioritaires. C'est une association qui est basée en Seine-Saint-Denis, enfin nord de Paris et Seine-Saint-Denis. Donc voilà, et donc là c'était plutôt en effet de la coordination de projets culturels et événementiels, beaucoup d'ateliers aussi, avec l'idée que les artistes étaient là pour accompagner des démarches de création des habitants et non pas pour venir diffuser un savoir ou un savoir-faire. Et ensuite j'ai travaillé sur des projets qui se rapprochaient un peu plus du paysage et j'ai créé un collectif qui s'appelle Studio Caillou ici à Lille, et on a plutôt développé des projets de résidence artistique autour des outils du paysage, donc en fait dans l'idée de rendre l'outil du paysage accessible à tout le monde et porter des projets de création artistique autour de l'arpentage, le regard sur le paysage environnant, la collecte et la fabrication à partir de ces éléments, donc de la cartographie, du dessin, des choses comme ça. Voilà. Et donc, je suis depuis 2024 salariée et maintenant associée dans la SCOP Récréation urbaine que je vais vous présenter tout de suite. Et je fais ça. Ouais. Donc, Récréation urbaine, c'était d'abord une association qui a été créée en 2018 par Clémentine Delval, qui est architecte, et Céline Leca, qui est urbaniste. Donc, moi, j'ai rejoint l'équipe il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans. L'association s'est transformée en SCOP en début d'année 2024. Donc voilà, maintenant on est 3 salariés associés. L'objet de l'association, c'est d'inclure les enfants dans les processus de création et notamment dans les projets d'aménagement qui les concernent directement. Donc, on considère tous les espaces finalement du quotidien des enfants, donc tous les lieux qu'ils et elles pratiquent, donc que ce soit des lieux dans des établissements scolaires ou d'accueil de petite enfance par exemple, mais aussi finalement dans tous les espaces publics qu'ils fréquentent. Donc, l'objectif à travers ça, c'est d'inclure les enfants dans la fabrique de la ville et dans la conception de leurs espaces. Donc, on travaille notamment sur l'accompagnement de projets, par exemple, de cours d'école, de réaménagement de cours d'école, mais aussi d'espaces publics tels que des parcs, des squares, des aires de jeu, des parvis, des places. On travaille aussi sur la question des mobilités, des déplacements des enfants dans la ville. Et donc, on est également membre du laboratoire Villa Hauteur d'enfants porté par la ville de Lille avec Premier Cri notamment. Voilà. L'objet de ce webinaire aujourd'hui, la question un peu qu'on s'est posée, c'était de se dire qu'il nous semble que c'est un sujet qui est d'actualité en ce moment. Enfin, nous, c'est un sujet qu'on porte depuis plusieurs années et Premier Cri aussi. Voilà, on sent qu'il y a aussi un intérêt de plus en plus fort pour les questions d'inclusion des enfants, à la fois dans les projets d'aménagement, dans la fabrique de la ville, mais aussi dans des projets de design et de création au sens plus large. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'était de discuter un peu de ces sujets-là. Euh, dans les métiers de la fabrique de la ville, donc de la conception d'espace, donc nous, on entend par là l'urbaniste, l'architecte, le paysagiste, qui conçoivent des lieux. Il y a déjà eu ces dernières années, dernières décennies, des évolutions assez importantes dans la manière de concevoir, notamment on est passé quand même d'une pensée plutôt descendante avec l'idée de la figure du concepteur qui était un peu le créateur qui venait livrer une idée aux personnes qui allaient ensuite utiliser ces espaces quand on parle d'aménagement par exemple. Donc une vision quand même très descendante avec l'idée que l'idée justement, le concept prévalait sur l'usage. Et donc déjà depuis quand même quelques dizaines d'années, on voit qu'il y a une remise en question de ce paradigme-là et une meilleure prise en compte des usagers.
en se disant que bah, en fait, les usagers sont aussi des experts et des expertes de leur lieu de vie, ont des connaissances, peuvent apporter des choses au projet. Et donc, voilà, il y a de plus en plus quand même de projets. Donc c'est notamment tous les projets de concertation, de se dire qu'on peut peut-être partir à la fois de l'existant, mais aussi des gens qui vivent et qui pratiquent ces lieux pour pouvoir faire du projet à partir de ça. Donc c'est vraiment tout ce dont on parle aujourd'hui, d'expertise d'usage, d'assistance à maîtrise d'usage, et donc où on reconnaît la valeur de l'usage et de la connaissance des usagers de leur lieu, pour penser ensuite les lieux habités. Ensuite, ça a été un peu le première évolution. Deuxième, c'est de se dire que les usagers ne sont pas tous les mêmes, ils sont pluriels, il y a une diversité de personnes qui vivent et fréquentent les lieux, et donc des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Et donc là, on arrive dans les questions d'inclusion, de comment on prend en compte les spécificités de chacun des publics, des personnes qui fréquentent ces lieux-là. Et donc là, ça a donné lieu notamment à toutes les normes d'aménagement concernant les personnes à mobilité réduite. Et donc aujourd'hui, depuis quelques années, une petite dizaine d'années, on va dire, la question des enfants, de la prise en compte des enfants comme des usagers vraiment spécifiques, avec des besoins spécifiques, arrive de plus en plus. Et donc, en effet, c'est des choses qui ont été aussi conceptualisées par notamment Francesco Tonucci avec la première expérimentation de ville aux enfants en Italie, donc dans les années 90. Et aujourd'hui, maintenant, voilà, on voit de plus en plus de municipalités, de villes qui se saisissent de ce concept de ville à hauteur d'enfant pour vraiment repenser la manière d'aménager les lieux. Donc, on travaille sur ces notions-là. On s'est dit que c'était intéressant d'en parler avec vous. L'objet là du webinaire, c'est vraiment de parler assez concrètement des outils que nous, on met en place et on utilise qui permettent d'inclure les enfants dans le processus de co-conception. Et on va vous détailler un petit peu à quel niveau. Voilà, donc si je peux continuer peut-être là. Donc déjà, pourquoi inclure les enfants dans le processus de création? Déjà, d'abord parce que nous, ça nous semble être quelque chose d'important à plusieurs égards. D'abord parce que on pense que de les inclure dans ce type de projet, ça permet de les sensibiliser à ce que c'est des projets de création, des projets de conception, des projets d'aménagement. Donc déjà, il y a un aspect de sensibiliser à ces métiers-là qui sont quand même souvent assez peu ou mal connus. Souvent, voilà, architecte, ça reste le métier le plus connu des enfants, mais voilà, designer, paysagiste, urbaniste, c'est des métiers qui sont un peu moins connus. Donc pour nous, ça nous permet de voilà, les rendre plus connus auprès des enfants. D'inclure les enfants dans le processus, bah, ça permet évidemment de venir nourrir le projet, d'enrichir la réflexion, de rajouter des dimensions auxquelles on n'avait pas forcément pensé initialement. Et ça permet finalement de faire de la médiation, de faire du lien entre la pensée, les volontés, les enjeux des enfants, de les faire remonter aux personnes qui décident, aux aménageurs, aux institutionnels, et à l'inverse aussi, de pouvoir faire comprendre aussi aux enfants dans quel processus on se trouve quand on doit faire un projet, et donc expliquer la temporalité des projets, les choix, les arbitrages financiers, Les techniques, contraintes. les contraintes, etc. Voilà, donc pour nous, on y voit un double intérêt dans ce sens-là. Euh, Ce qui nous paraissait important de dire au démarrage, c'est aussi que pour rendre les projets plus partageables avec les enfants et de davantage les inclure, c'est aussi parfois à nous de soit d'adapter, soit de transmettre les outils qu'on utilise. Sachant que en fait souvent on utilise des outils qui sont très simples et accessibles aux enfants, notamment le dessin, qui est quand même une activité très très répandue chez les plus jeunes et à la portée de tout le monde finalement. C'est plutôt après, une fois qu'on est adulte, qu'on se limite en disant on ne sait pas dessiner tout ça, mais souvent les enfants ont moins ces barrières-là, donc voilà. Et puis c'est aussi d'utiliser des choses simples comme là du papier découpé, donc des ciseaux, de la colle, du carton, du papier, et donc un peu, c'est une manière pour nous de se dire comment on peut désacraliser, aussi montrer que finalement les métiers de la conception, c'est pas réservé à une élite, tout le monde peut y participer.
Pour sensibiliser au design et à l'espace, c'est aussi à nous en tant que concepteurs, conceptrices, d'adapter nos outils et de les rendre ben, lisibles, intelligibles. Et donc, c'est un peu ça qu'on va montrer par la suite. Par exemple, quand on parle d'un projet d'espace, c'est sûr qu'un plan AutoCAD, c'est pas forcément un outil qui est compréhensible par des enfants, voire même par des adultes non avertis. Et donc, c'est comment on va venir adapter nos outils, les transformer, les rendre plus ludiques, plus compréhensibles pour qu'ils soient appropriables aussi par les enfants. Et dans cette idée de démocratiser les outils, c'est euh, voilà, de les transmettre en fait et parler enfin, euh, porter leur parole, parler de ce qu'ils ont envie de dire et puis de les amener à se mettre dans le processus de projection, qui n'est pas quelque chose d'évident, de considérer ce qui est aujourd'hui et d'imaginer comment ça pourrait être différemment plus tard. Et donc en transmettant ces outils de représentation par le dessin, en maquette, etc., c'est aussi comme ça qu'on leur permet de s'exprimer sur leurs souhaits. Voilà, donc la problématique à laquelle on va essayer de répondre, de tenter de répondre aujourd'hui, c'est comment adapter les outils de la co-conception au mode de faire des enfants. Alors, on va commencer par, alors en général, quand on est dans un projet de conception, il y a différentes phases de projet, trois principales phases. La première phase, c'est la porte d'entrée dans le projet. Ça s'appelle la phase de diagnostic. C'est-à-dire qu'on va réaliser un état des lieux et une analyse fine de l'existant. C'est-à-dire observer, analyser le contexte physique du projet, les usages, comment cet espace en question il est utilisé par les différentes typologies d'usagers, les mobilités également, les aspects sociaux et culturels, les contraintes techniques et réglementaires et l'environnement général du projet. Cette phase de diagnostic, elle peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais l'objectif final, c'est d'identifier les problèmes, de repérer les potentialités pour le projet et de formuler des enjeux et des besoins, ce qui va conduire à la rédaction, la création d'un cahier des charges pour la future réalisation finale ou l'aménagement final. Voilà. Donc nous, ce qu'on va présenter là, c'est différents outils que moi et Chloé avons pu, à travers nos différentes expériences professionnelles, expérimenter lors de cette phase de diagnostic avec des enfants. Alors un premier outil ici qu'on peut vous présenter, donc c'est dans le cadre d'un diagnostic in situ, c'est-à-dire un diagnostic, on va observer directement dans l'espace concerné, donc plutôt à l'extérieur, dans la rue, dans la cour de récréation, in situ. Voilà, donc on a un exemple d'un cadre qui permet d'aiguiser le regard, focaliser en fait sur un aspect en particulier. Par exemple, spécifiquement les couleurs que compose ce paysage, observer spécifiquement les matériaux également. Voilà, donc en fait, c'est un simple carton. Enfin, moi, en tout cas, j'avais utilisé du carton qu'on avait peint d'une couleur en noir. Et voilà, qui permet de se positionner sur une surface et une zone en particulier. Et il permet aussi, en contrepartie, d'éliminer les autres éléments qui sont à l'extérieur du cadre. Voilà. Donc ça permet ça fait comme une loupe ou un focus en fait sur un élément en particulier. Donc moi, par exemple, dans un projet que j'avais réalisé dans une école maternelle à Lyon, j'avais demandé aux enfants de repérer les couleurs qui étaient présentes dans leur cours de récréation. Donc pour ça, je leur avais donné un simple cadre pour qu'ils puissent positionner ce cadre sur les différentes surfaces colorées.
Et vous, Récréation Urbaine, vous avez aussi... Ouais, c'est aussi un outil qu'on utilise assez souvent pour justement en fait permettre d'observer un environnement quotidien d'une manière un peu différente et de pouvoir voilà, faire des focus sur certains lieux, aspects de l'espace. Et aussi de pouvoir montrer des choses pour les enfants puissent montrer des choses qu'ils veulent mettre en valeur, par exemple, dans leur cours d'école. Alors, un deuxième outil qu'on peut utiliser in situ, c'est pour plutôt dans un objectif d'exprimer un avis, un ressenti sur un espace. Mm. Voilà. Donc, ici, vous avez des photos d'une simple pancarte recto-verso. Voilà, donc ça a été utilisé dans le cadre d'une déambulation. En fait, on s'arrêtait dans différents points clés d'une rue. Et donc, les enfants devaient, à l'aide de cette pancarte recto-verso, indiquer, exprimer du coup leur avis sur ces espaces en particulier. Donc, exprimer plutôt un avis négatif. Par exemple, bah, dans cet espace en question, je ne me sens pas forcément en sécurité. Je n'aime pas forcément cet espace. Donc, inversement, voilà, je me sens plutôt en sécurité dans cet espace, j'aime bien cet espace, et donc mettre le smiley bleu. Nous, on a un peu l'équivalent avec Ouais. des pancartes aussi recto verso, avec un cœur ou une croix qui permet voilà, de donner un premier ressenti, un premier avis plutôt voilà, négatif ou positif sur un lieu ou sur un aspect. Ça peut être aussi quelque chose où on peut Mm. poser une question sur la cour ou sur l'espace, en l'occurrence, et s'exprimer. Sur la photo de droite, vous pouvez aussi observer des illustrations. En fait, c'est des pancartes usage, donc c'est-à-dire un bonhomme qui est en train de courir ou de s'asseoir ou de sauter, de marcher, etc. Donc ici, c'est aussi pour savoir, enfin pour permettre aussi aux enfants de s'exprimer sur comment ils utilisent cet espace en question. Voilà. Alors après, il y a quand même un retour d'expérience à faire, c'est-à-dire que voilà, pour des enfants de maternelle, ici, c'était des enfants de grande section, donc des enfants qui ont 4 5 ans. C'est quand même assez compliqué, assez abstrait en fait de donner un avis, un ressenti subjectif en fait sur un espace. Ou en tout cas de Ouais, pouvoir justifier ouais. son ressenti. Souvent, les enfants vont dire j'aime ou j'aime pas assez facilement, mais après d'expliquer pourquoi et qu'est-ce qu'ils aiment ou qu'est-ce qu'ils aiment pas dans ce lieu, c'est ça parfois qui est un peu plus compliqué. Et aussi que, voilà, il y a aussi un phénomène de se laisser influencer par les autres. Voilà, si Mm, mon copain, il a mis le smiley sourire, bah moi, j'ai envie de mettre aussi le même smiley que mm, lui sans forcément se poser la question sur soi, enfin, sur sa propre mm. réflexion. Donc parfois, on peut utiliser d'autres outils qui permettent de justifier un peu ce ressenti ou bien d'émettre un avis un peu plus précis. Ça, c'est un exemple d'un outil que nous, on avait développé, qui est en fait un jeu de cartes. Un peu sous le format tu préfères. Est-ce que voilà un jeu un peu classique des enfants. Est-ce que tu préfères ci ou ça? Et donc ça les amène à se positionner et à qualifier en fait leur ressenti ou voilà, ce qu'ils pensent d'un lieu parce que bah, peut-être ça va être si moi j'aime bien cet endroit-là, bah, en fait, est-ce que parce que toi tu préfères toucher ou regarder, bah, moi je préfère regarder, je suis dans une posture un peu d'observation et du coup là il y a un endroit intéressant pour regarder. Enfin voilà, ça permet en fait d'enclencher un peu plus de choses et de comprendre un peu mieux pourquoi un enfant va s'exprimer d'une manière ou d'une autre sur un espace. Donc ça, c'est un exemple de carte, mais qui peut être aussi décliné dans le processus après de conception. Enfin voilà, c'est une idée aussi qui peut être prise à d'autres moments du projet. Pour émettre un avis et dépasser un peu le j'aime pas, nous on utilise aussi assez souvent ces bulles, ce qu'on appelle des bulles, donc un peu
dans l'idée d'une bande dessinée où on peut écrire. Alors, ce qui nous semble intéressant quand on travaille avec des enfants, c'est de diversifier aussi les modes d'expression, parce qu'il y a des enfants qui vont être plus à l'aise et d'autres qui vont être plus à l'aise à l'oral, ou encore d'autres par le dessin ou d'autres médiums. Donc, de pouvoir diversifier les outils, ça permet toujours à l'un ou à l'autre de se sentir à l'aise. Donc là, nous, on a l'habitude aussi parfois de les mettre en groupe, pas toujours en individuel. Enfin, ça dépend aussi, mais voilà. Et donc là, ce sont des bulles qui permettent en fait aux enfants d'aller dans un espace et de dire quelque chose qu'ils ont envie de dire sur ce lieu. Donc ça peut être dans un sens positif ou négatif. Donc ça peut être s'exprimer sur j'aime bien cet endroit parce que voilà, ou ce lieu il est comme ça et ça me plaît, ou au contraire je n'aime pas cet endroit-là pour telle et telle raison. Et donc d'utiliser la bulle pour écrire son message. Bah, ça fait qu'on y réfléchit, on pose les mots dessus et voilà. Et ça permet aussi aux autres de le voir et de le lire. Une autre manière de permettre aux enfants de s'exprimer un peu sur leurs ressentis et dans la phase de diagnostic, de sentir un petit peu dans quel état d'esprit ils sont, par exemple, par rapport à un futur projet d'aménagement. Nous, on utilise aussi beaucoup des livres jeunesse. Donc là, on a mis deux exemples de livres qu'on utilise assez souvent. Donc soit, par exemple, surtout avec les enfants de maternelle, ça permet vraiment de parler d'un sujet et puis de leur faire comprendre de quoi on parle et de les faire s'exprimer sur leur position par rapport à ça. Donc, par exemple, le livre qu'on a mis là en exemple, Opération Bye Bye Béton, c'est l'histoire d'un groupe d'enfants qui s'ennuient dans leur cours de récréation parce qu'elle est entièrement bitumée et qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'y a pas de jeu, que c'est triste et que c'est moche et qu'ils trouvent que ça sent pas bon. Et donc, ils se mettent à rêver de qu'est-ce que ce serait leur cours idéal. Et donc, souvent, soit on peut lire l'ensemble du livre, sinon nous, parfois on extrait une page, comme c'est le cas là sur l'image de droite, qui permet en fait de montrer ça aux enfants et de leur faire parler, de les faire parler là-dessus. Par exemple, bah, vous voyez, ces enfants-là, ils imaginent, et vous, si vous imaginiez, qu'est-ce que ce serait, etc. Le livre de gauche, le repère, c'est un livre jeunesse qui parle plutôt d'enfants qui vont venir investir une friche, un délaissé, et donc qui va se transformer un peu en lieu d'aventure avec des cailloux, des branches, une petite forêt et tout ça. Et donc ça permet de parler des questions de risque, de danger, de saleté, voilà, et voilà, d'aventure, de tout ça. Donc voilà. Ensuite, on va plutôt parler des outils qui sont encore une fois mobilisés dans la phase diagnostique, mais plus cette fois-ci dans le cadre d'ateliers en classe. Donc on n'est plus dans l'espace extérieur, mais vraiment au sein de la classe. Donc ici, un outil qui permet de dessiner, en fait, que moi j'appelle un outil de récolte qui entoure son école. Donc là, c'est un support imprimé recto verso avec des cases. Et donc, dans chaque case, l'enfant va dessiner les formes architecturales, les formes minérales et végétales qu'il peut observer à travers de photographies. Voilà. Aussi, une autre technique qu'on n'a pas forcément mis là dans la slide, c'est de positionner une feuille calque Mm. au-dessus de photographie pour que les enfants puissent repasser aussi les contours des formes architecturales. Euh, En dessin, on utilise aussi beaucoup la carte mentale. Donc, on peut aussi utiliser le dessin pour dessiner des choses qu'on voit, par exemple, en étant directement dehors. Mais nous, on aime bien aussi demander aux enfants de représenter, donc de faire une carte mentale, par exemple, de leur espace de cours, pour voir, nous, de notre point de vue, en fait, de voir qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'ils ils et elles retiennent finalement de ce lieu, à la fois sur ben, ce qu'il y a, finalement, de dire, en fait, souvent on commence par dire
de demander aux enfants. Donc c'est un travail qui nécessite quand même d'être guidé si on veut obtenir un résultat qui soit intéressant pour pouvoir être analysé ensuite. De commencer par représenter en fait les limites de l'espace, par exemple, est-ce qu'il est bordé de bâtiments, est-ce qu'il est bordé de clôtures, d'un mur, d'arbres, etc. De dessiner donc la forme générale et puis ensuite de leur demander d'ajouter petit à petit le sol, est-ce qu'il y a des arbres, etc. Et ça va venir compléter leur dessin. On peut aussi leur demander dans les cartes mentales de représenter également les usages, comme on voit sur la carte du bas, où là, donc, on leur a demandé de représenter bah, là où ils faisaient du foot, là où ils jouaient, à quel endroit, les lieux un peu repères. Et donc ça permet de voir voilà, qu'est-ce qui prédomine dans les dessins et quelle image, quelles représentations mentales ils ont de ces espaces-là. Donc ça marche avec des enfants, alors plutôt d'âge élémentaire. Nous, on l'utilise un peu plus en âge élémentaire parce que avec des maternelles, la carte mentale, c'est encore un petit peu complexe. Mais voilà. Le diagnostic en atelier, en classe, ça permet aussi de lister les usages existants, de les passer en revue et de les déterminer ensemble. Donc ça, c'est aussi tout simplement en demandant aux enfants qu'est-ce que vous pratiquez, qu'est-ce que vous faites dans ce lieu, et donc de lister les jeux, les pratiques, voilà, en essayant après parfois de les organiser en thématiques, comme c'est le cas là sur l'image de droite. Où ensuite ça permet de venir commencer à aborder des notions de projet, puisqu'on va pouvoir faire là dans l'image de droite, vous voyez, il y a les pratiques actuelles, les usages actuels en bleu, et ensuite on a rajouté en rouge qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus dans cette même thématique. Donc là, on avait thématisé euh, les usages avec des petits pictogrammes et des catégories. Alors là, c'est un gros focus sur un outil de diagnostic qu'on a réalisé en collaboration, donc Mm. enfin, Premier Cri et moi-même. Donc l'idée de cet outil qui s'intitule le kit cours de récré, c'est de produire un outil qui permette alors aux équipes enseignantes et aux enfants de réaliser un diagnostic de leur cours de récréation. Alors à la fois ça peut être un outil mobilisé, enfin qu'une équipe de concepteurs, conceptrices puisse mobiliser dans cette phase diagnostique, mais ça peut être aussi, l'idée c'était aussi de créer un outil qui soit autonome, enfin que les équipes enseignantes et les enfants puissent être totalement autonomes pour réaliser son propre diagnostic de sa cour de récréation. Mm. C'est nous un outil qu'on avait commencé à concevoir un peu et qui a pris plusieurs formes, qui a évolué. Et là, l'idée de le travailler ensemble avec Mathilde, c'est de lui donner vraiment voilà, un aspect formel et qui correspond vraiment à ce qu'on aimerait. Et ensuite, donc là, il est encore en cours d'élaboration, il n'est pas tout à fait finalisé. On est en train de le tester dans différentes écoles avec lesquelles on travaille. Et l'objectif, c'est après que ce soit un outil qu'on puisse partagé qui puisse être voilà, transmis numériquement avec une petite notice et tout ça, qui permettrait à toutes les adultes qui encadrent des enfants et qui souhaiteraient réaliser un diagnostic de leur espace de cours, par exemple, puissent le faire. Voilà. Donc, juste pour le présenter en détail, alors il y a un kit pour plutôt les enfants en élémentaire. Mm. Donc là, on a une première phase du diagnostic qui est en fait de réaliser un plan de sa cour de récréation. À l'aide, enfin le plan, du coup, ils vont le dessiner dans le grand espace blanc que vous voyez sur la feuille du milieu. Donc, ils sont outillés, guidés par des fiches qui leur permettent étape par étape de réaliser leur plan de la cour de récréation. Et ils peuvent aussi indiquer, enfin placer aux endroits spécifiques le mobilier présent et les végétaux présents, voilà, toutes ces choses-là. Et ensuite, une fois que ce plan a été réalisé, l'idée c'est ensuite d'analyser en fait sa cour de récréation à l'aide de différentes fiches thématiques que vous voyez les huit apparaître.
et donc de guider l'enfant vers une réflexion pour réaliser un diagnostic de sa cour de récréation. Par exemple, la météo, essayer de repérer les lieux où on peut se mettre à l'ombre, donc colorier en gris les espaces ombragés dans sa cour de récréation. Euh, également, est-ce que voilà, colorier aussi ou indiquer les zones où il y a des flaques d'eau, Mm. par exemple. Voilà, repérer aussi les couleurs présentes dans sa cour de récréation, les matériaux. Euh, La bonne pour oula, un bouton va caméter. pardon. Pardon? Voilà, et donc en fait, ces outils, Est-ce que ça y est? ces fiches d'analyse, Nettoie, je vais mettre le- ces- Excusez-moi, Wilkens, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît, ou Mathilde, tu peux le couper toi-même. Wilkens, Hum, tu peux le couper, s'il te plaît? Formation, parfait. Tu fais les trois Parfait. petits points à ouais, c'est côté. bon. Alors, et du coup, dans ces fiches d'analyse, l'idée aussi pour que l'enfant puisse vraiment être actif, être intéressé pleinement en fait dans la réalisation de ces fiches. L'idée, c'est aussi de varier les modes de participation. C'est-à-dire qu'on a à la fois, voilà, on va pouvoir colorier sur son plan, entourer, placer des gommettes, mais aussi euh, écrire, Mm. dessiner, voilà, enfin varier en tout cas les modes de participation. Ouais. Et c'était une manière donc à la fois de guider, donc on l'a pensé à soit avoir un plan qui puisse être, comme on l'a montré sur la slide précédente, sur une base blanche, mais c'est aussi possible d'avoir une impression par exemple d'une vue aérienne ou d'un support de plan déjà existant et de faire travailler les enfants avec une feuille de calque. Voilà, mais ça on l'a pensé un peu comme différentes choses, différentes strates en fait de la représentation en plan qui permet de venir thématiser un peu les représentations. Et donc vous voyez qu'il y a une diversité de thématiques à la fois sensibles, visuelles, mais aussi de pratiques, d'usage, de ressentis, etc. Et ensuite, on a un deuxième kit qui va plutôt être à destination des élèves en maternelle, puisque c'est quand même assez compliqué en maternelle de réaliser un plan de sa cour de récréation. Ici, c'est plutôt des fiches où on va guider l'enfant par groupe, en fait, pour repérer, ben voilà, quel mobilier, par exemple, est présent dans sa cour de récréation, compter aussi le nombre de mobilier présent, entourer ou cocher les surfaces au sol, les différentes typologies de revêtements de sol, dessiner les jeux au sol, par exemple la marelle, les terrains de sport, etc. Et également pour le végétal, compter le nombre d'arbres, de buissons, de bosquets végétalisés, etc. Et on a aussi ce même principe de compléter les fiches thématiques pour analyser un peu plus en détail sa cour de récréation de manière un peu plus simplifiée, par exemple en entourant, en coloriant Mm. différentes activités. Voilà. Aussi, un dernier outil qui peut être mobilisé dans la phase de diagnostic, c'est simplement un plan illustré, puisque quand on est voilà, quand on est enfant, comme l'a expliqué aussi Chloé en introduction, c'est assez compliqué de pouvoir se repérer dans un plan très technique. Il y a beaucoup de détails voilà, qui peuvent brouiller un peu l'analyse. Et donc ici, c'est de venir retravailler, redessiner un plan en dessinant les éléments bâtis, donc les architectures, un portail par exemple pour le portail d'une école, et aussi de coloriser les différents revêtements de sol Mm. de telle manière que ce soit plus facile la lecture pour un jeune enfant.
faut se dire que aussi juste une vue aérienne ou un plan, le fait de représenter en plan, bah, c'est une représentation, c'est une projection des choses qui n'existent pas, enfin qu'on nous, on ne voit pas dans la réalité, puisqu'on n'est pas des oiseaux, on ne voit pas les choses vues du haut. Donc c'est déjà quand même un processus qui n'est pas forcément facile pour les enfants. Donc en effet, on va privilégier aussi, par exemple, des modes de représentation comme celle-là, qui est une axonométrie, en fait, une élévation qui va permettre, donc là c'est vraiment à l'échelle d'un quartier, hein, donc c'est beaucoup plus grand, mais qui va permettre de se situer un peu comme si voilà, c'était une petite maquette, une petite représentation avec les volumes, puisque un rectangle sur un plan qui représente en fait un bâtiment de je sais pas combien d'étages, c'est pas forcément facile à se représenter pour les enfants. Donc ça, c'est des outils que nous, on va créer, des supports qu'on va créer en plus pour permettre une meilleure compréhension des enfants. Et qui peuvent être mobilisés tout au long du projet et qui sont Oui. aussi des supports de discussion, d'échange Mm. avec les enfants et toute l'équipe du projet. Alors ensuite, on va passer à la phase co-conception. Donc c'est la seconde phase du projet. L'idée ici, c'est d'imaginer, d'élaborer les futures transformations du projet à venir avec les usagers et les acteurs et actrices concernés. Donc c'est souvent, voilà, là, ça prend la forme d'ateliers, de moments de création collective où le projet va prendre réellement forme. On va imaginer ensemble ce qui va être fait. Et donc, pour donner quelques exemples d'outils, on a donc le dessin. Ouais, ça c'est un outil assez basique et simple qui permet de pouvoir permettre aux enfants de s'exprimer sur ce qu'ils souhaiteraient voir. Donc là, par exemple, nous, c'est ce qu'on appelle les fiches projets. Donc, par exemple, dans des projets de cours d'école, on va travailler comme ça de manière individuelle où chaque enfant va pouvoir venir faire une proposition de son projet d'aménagement pour la cour. Souvent, on ne travaille pas forcément à l'échelle de toute la cour, mais plutôt, là, ça va être voilà, le nom de l'espace à imaginer. Donc ça, c'est des choses qu'on va travailler avant, comme vous avez vu dans l'image sur le diagnostic où il y avait les listes d'usages par lieu, par thématique. Ben, on va pouvoir demander aux enfants de dire, bah, dans cette thématique, par exemple, de la classe dehors, qu'est-ce que toi, tu souhaiterais, comment t'imagines que ça pourrait prendre forme et essaye de le dessiner. Et donc, ce qui est important, c'est que les enfants puissent réaliser un dessin, une image qui représente ce qu'ils ont en tête et surtout qu'ils la commentent. Donc pour ça, soit ils peuvent après annoter, par exemple comme vous voyez sur l'image de droite, donc des bottes de terre, donc c'était des buts de terre mais donc que ce soit annoté pour qu'on soit sûr d'avoir bien compris l'idée qu'il y avait derrière. Et ça peut être aussi de demander aussi après aux enfants de présenter leur idée. Donc souvent les fiches projets, nous ensuite les enfants les présentent devant les autres enfants de la classe pour récolter aussi leur retour et leurs avis. Donc voilà, vous voyez quelques exemples donc là qui étaient vraiment thématisés avec des représentations qui peuvent être parfois en plan, parfois en croquis, en volume, peu importe. Il y a un autre outil qui est très utile pour transmettre son idée, c'est la maquette, qui demande un peu plus de temps et de matériel. Ça, c'est des ateliers, nous, souvent, qui prennent plutôt 1 heure et demie. Donc, parfois, qu'on fait aussi en deux parties, avant et après la récréation, par exemple, et qui demandent aussi un encadrement plus important, puisque être seul, par exemple, avec une classe de 25 ou 30 enfants, pour faire de la maquette, c'est souvent un peu compliqué. Donc, ça demande un peu plus de préparation, d'encadrement, mais ça permet vraiment aux enfants de pouvoir bah voilà, matérialiser l'espace comme ils l'imaginent dans le futur. Et souvent, c'est un outil qui est très facilement approprié par les enfants pour transmettre leurs idées. On utilise aussi beaucoup les images de référence parce que c'est vrai que parfois on peut être confronté au fait que des enfants ont du mal à passer justement dans la phase de projection et d'imagination puisqu'ils voient le lieu tel qu'il est aujourd'hui et d'imaginer comment il pourrait être différent. Parfois, il y a besoin de pouvoir un peu susciter la créativité et l'imagination avec des images de références qui sont sélectionnées en amont et qui correspondent aussi à ce que
on imagine, on propose et ce qu'on pense pouvoir être réalisable pour l'aménagement futur. C'est-à-dire que l'idée, c'est de leur montrer des images de référence, évidemment, qui correspondent au type de projet sur lequel on travaille. Donc souvent, ça peut être ce qu'on appelle le photolangage, c'est-à-dire d'avoir une table avec beaucoup d'images de référence, des enfants à qui on demande d'aller choisir une image et de dire ensuite de s'exprimer sur cette image. C'est aussi des choses qu'on utilise beaucoup avec les adultes par ailleurs, puisque c'est aussi parfois compliqué pour les adultes d'imaginer comment les espaces pourraient être différemment que ce qu'ils ont toujours connu. Donc de montrer des images de choses qui se font aussi, qui sont adaptées aux enfants, qui ont déjà été réalisées. C'est important de montrer des images de projets réalisés. Ça permet aussi d'élargir un peu les possibles. Et puis ensuite, une fois que toutes ces propositions aussi sont faites, pour nous, il y a quelque chose qui est important, c'est comment ensuite on va choisir, comment on va faire un choix et comment on va venir sélectionner un peu dans toutes les idées qui ont été proposées par les enfants. L'objectif, c'est justement de ne pas se poser en tant qu'adulte en censurant, en retirant des idées et tout ça. L'objectif, c'est de donner les clés aux enfants pour s'auto-réguler et choisir par eux-mêmes ce qui leur semble le plus pertinent. Et donc, pour ça, on utilise différents outils comme ce que vous voyez sur la photo de gauche, qui est le vote par consentement. Donc, avec des petits papiers colorés, les enfants peuvent voter en disant oui, je suis d'accord avec cette idée, je trouve ça super. Moi, ça ne m'intéresse pas forcément, mais c'est OK pour moi si ça se fait. Et le vote rouge, le non, c'est vraiment une opposition de principe à une proposition parce que soit ça va gêner les autres, soit ça correspond pas à ce qu'on recherche dans le projet, c'est pas faisable, etc. Et donc il faut argumenter aussi après. La manière de faire des choix, ça peut être aussi là, à ce moment-là, de retourner in situ, de pouvoir faire ce travail d'imaginer les propositions qu'on a faites, si elles devaient vraiment se réaliser, bah, où est-ce qu'elles seraient, sous quelle forme, etc. Et donc ça permet aussi d'avoir un travail qui soit partagé et collectif. Et je pensais aussi pour faire un choix, il y a aussi la gommette, mettre une Ouais. gommette rouge, verte, etc. Alors là, on va plutôt passer à ce qui est de la co-conception graphique, c'est-à-dire que jusqu'à Chloé vous a présenté plutôt des exemples d'outils qui peuvent être mobilisés pour transformer plutôt un espace en termes Mm. d'aménagement mobilier. Ici, ça va plutôt être création d'une signalétique ou d'une fresque, en tout cas d'un élément graphique qui va prendre place ensuite dans l'espace. Donc ici, c'est l'exemple par exemple d'un tampon, c'est-à-dire que précédemment, les enfants ont pu dessiner des formes. Et donc, de telle manière à, à- à transformer ces formes, à explorer un peu plus graphiquement les formes qu'ils ont pu dessiner, on peut utiliser différents outils d'expression graphique comme le tampon ou le pochoir. Voilà. Ce qui permet d'explorer aussi la forme, la contreforme. Également la peinture, donc reprendre un dessin et ensuite venir le repasser avec un médium beaucoup plus gros pour voir comment cette forme elle peut se transformer graphiquement et prendre autrement place. Voilà. Et le découpage collage également. Enfin, c'est une technique que j'aime assez particulièrement, le découpage collage, justement parce que le fait que, voilà, de découper l'outil ciseau permet de créer des formes un peu plus abruptes, un peu plus abstraites. En fait, il y a des petites imperfections qui créent aussi un peu une dynamique en fait dans les formes, je Mm. trouve. Enfin, je sais pas si vous me suivez, mais Et voilà. dans le travail de découpe, il y a aussi le fait d'aller à l'essentiel et de devoir Ouais. faire représenter quelque chose uniquement par une forme pleine sans les détails. Et donc parfois, ça, c'est aussi un travail là où les enfants vont avoir tendance à mettre souvent beaucoup de détails. Bah, c'est un exercice qui est toujours intéressant de faire avec eux. Ouais. Et donc là, ici, c'est donc une fois qu'il y a comment dire, un vocabulaire de forme élaboré, réalisé, on va plutôt maintenant essayer de chercher comment ces formes elles peuvent se composer pour créer la composition graphique finale. Donc, par exemple, en plaçant les formes colorées qui ont été découpées
pour observer comment elles peuvent se juxtaposer, se mettre côte à côte, etc. Alors d'abord en salle de classe et après, l'idée c'est aussi bah, de se rendre compte, bah, ces formes qui ont été créées, elles vont vraiment prendre place dans l'espace à plus grande échelle. Et donc là, par exemple, utiliser des formes à échelle 1 qui vont être vraiment, où les enfants peuvent essayer de les coller, de les mettre en place directement dans l'espace qui va être bientôt transformé. Là, il y a on vous présente d'autres exemples de projets qui sont un peu sur le même principe. Donc ça, c'était un projet pour la réalisation d'une fresque au sol dans une petite rue. Et donc là, c'était un travail sur la thématique de l'eau. Donc avant d'arriver aux formes découpées en papier coloré, moi, je les avais fait travailler en dessin. Et donc pour justement qu'ils essayent de faire ce travail, de ne pas mettre de détails et d'être que dans la forme pleine, souvent, moi, je leur demande de colorier en fait l'intérieur. Comme ça, ils se rendent compte que bah, s'ils font un visage et qu'ils colorient l'intérieur, bon, bah, en effet, on voit plus les yeux, la bouche et tout ça. Et donc, c'est comme si on faisait une forme en papier découpé. Donc, moi, j'avais fait ce travail-là de dessin avec eux. Donc, c'était sur les formes de l'eau. Donc, on avait fait d'abord une liste de toutes les formes présence de l'eau et ensuite qui était découpé et placé pour imaginer ce que ça pourrait rendre. Là, un autre exemple aussi un peu similaire où là, c'était thématisé sur la thématique du chantier du carnaval. On avait fait travailler les enfants à produire des formes qu'on avait ensuite sélectionnées et repassées en calque, ensuite scannées et réimprimées pour qu'ils puissent les placer et imaginer la manière dont elles prendraient forme dans l'espace. Et au final, ça avait donné lieu à la fois la réalisation d'une fresque au sol, donc vous voyez là les motifs qui ont été réalisés en aplats de couleurs, et aussi des formes en contreplaqué affichées sur les grilles. Donc ça, c'est l'abord d'une école. La co-conception, nous, on l'imagine aussi, parfois ça peut donner lieu à la création d'objets et d'outils. Donc là, par exemple, c'était un projet, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas du tout le temps, mais c'était la création d'un jeu de loi qui a été fait vraiment à partir des lieux identifiés dans la ville, c'était dans la ville de Guise, et donc on avait d'abord, avec les enfants, identifié les lieux, repères, symboles de la ville. Eux, ils avaient rajouté aussi des nouvelles idées, des nouvelles propositions. Ça avait donné lieu à la réalisation d'un jeu de loi euh, personnalisé vraiment, dont vous voyez là quelques images. Et donc ça, c'est un exemple de co-conception où l'objet même n'aurait pas pu être conçu s'il n'y avait pas eu ce travail avec les enfants, puisque c'est eux qui ont vraiment fait tout le contenu finalement de l'objet. Et enfin, la dernière étape d'un projet, c'est la phase de réalisation qui arrive à la fin. Ici, ça va plutôt prendre la forme d'un chantier participatif. On va réaliser de manière collective les transformations, les interventions finales. Donc pour ça, on a, en ce qui concerne création de signalétique, de fresques, ici donc plutôt chantier peinture avec bah, des outils très importants comme les bâches, les tabliers, le rouleau, les pinceaux, les plaques pour déposer la peinture, les craies aussi, les scotch de peintre, voilà. Mm. Donc ça, pareil, c'est les formes en contreplaqué qui avaient été dessinées avec les motifs avec les enfants, ensuite découpées, pour le coup là, ça avait été fait par nous, par des adultes, et ensuite la mise en peinture avait été réalisée sous la forme d'un chantier. Là, c'était avec un accueil de loisirs pendant les vacances scolaires. Voilà. Et donc là, ça c'est l'exemple que vous avez vu avant sur les formes de l'eau. Ça, c'était un chantier peinture réalisé avec les enfants qui avaient, eux, pour le coup, ils avaient fait vraiment tout le processus du dessin jusqu'à la réalisation et le passage du balai, même à la fin. Et on a aussi donc ce qui concerne tout ce qui est la réalisation spatiale, donc plutôt la construction de mobilier, de Et petits d'aménagement. aménagements. Donc là, on n'a pas vraiment de photos, mais nous avons une affiche puisque dans une semaine, nous faisons un chantier participatif à la maison de quartier de Oisem à Lille, qui va consister à construire collectivement des assises, des tables,
et des petits jeux à destination des tout petits et des familles. Voilà. Donc, si vous voulez voir ce que ça donne un chantier participatif, on vous invite à venir. La semaine prochaine, c'est ouvert à tout le monde et il y aura à la fois de la peinture au sol, la réalisation de signalétique et de la fabrication de mobilier et de petits aménagements en bois. Et après, il y a un autre outil que nous, on fait aussi en co-conception avec les enfants, c'est ce qu'on appelle les guides d'usage qui permettent en fait de s'approprier les nouveaux espaces transformés. Et donc ça, c'est aussi, là, vous envoyez un exemple. Donc là, c'est sous la forme d'un plan, donc c'est une cour d'école. On a réalisé un plan des nouveaux aménagements et des nouvelles règles d'usage de cet espace. Donc c'est un outil qui est à la fois pensé, conçu avec les enfants à partir des transformations de la cour, mais aussi où souvent on intègre les dessins d'enfants qui sont ensuite redessinés numériquement, scannés et intégrés au document final, comme vous voyez là, quelques exemples. Et enfin, nous arrivons à la conclusion. Alors, on s'est demandé qu'est-ce que tous ces outils que on vous a présentés jusqu'à présent, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Quels sont les points communs en fait de tous ces outils? Alors, le premier qu'on a pu observer, c'est que souvent, c'est des outils qui sont sensibles et plastiques, c'est-à-dire on va utiliser ce que j'appelle la matière sensible et plastique. Donc, la couleur, utiliser plutôt des couleurs assez vives, qui donnent envie en fait aux enfants voilà, qui attirent le regard. Aussi le travail de texture, de matière, qui va permettre de manipuler aussi correctement ces outils. Le travail aussi de la typographie qui peut être assez importante au niveau de la lecture aussi pour les enfants. Et voilà, en fait, en général, il y a un aspect visuel qui est fort et qui est renforcé. C'est pas que du texte, voilà, c'est vraiment du dessin, enfin des formes graphiques, un langage sensible et plastique en fait dans ces outils-là. C'est aussi des outils qui sont manipulables et concrets. Donc où l'enfant va en fait agir, avoir différentes actions sur ce support ou ces outils. Par exemple, bricoler, tester, crayonner, peindre, dessiner, coller, tamponner, etc. Et donc l'action de manipuler, de mettre la main à la pâte, rend l'atelier aussi dynamique, ludique. Et aussi le fait de manipuler, ça aussi, ça peut libérer la réflexion, libérer les échanges et aussi stimuler la créativité collective. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on utilise enfin, qui permet aussi de faire comprendre aux enfants que, en tant que concepteur et que conceptrice, on n'a pas forcément une idée qu'ensuite on représente et qu'on met en œuvre, mais que parfois c'est aussi nous-mêmes par la manipulation, par l'expérimentation, le test, que les choses vont venir se créer. Donc ça permet aussi de transmettre des méthodologies en fait de création. C'est aussi des outils qui sont ludiques. Le jeu, c'est le cadre même de la participation quand on s'adresse à des enfants. Donc transformer des ateliers en missions, en scénarios, et aussi utiliser des règles simples comme des Mm. cartes, des jeux de rôle, des défis, etc. Et le jeu permet également de libérer la parole, de réduire l'intimidation et d'encourager la créativité. Et c'est aussi des outils qui sont réalisés dans un déroulement assez rythmé. C'est-à-dire quand on s'adresse à des enfants, on va pas faire des ateliers de 3 heures sur une même tâche. Il faut vraiment varier les actions. Donc privilégier plutôt des séquences courtes de 20-30 minutes maximum, d'alterner activités calmes et activités créatives, d'alterner aussi les formats, donc travail individuel puis ensuite travail en groupe. Et besoin aussi d'avoir un résultat visible assez rapidement. Mm. Voilà. C'est aussi l'idée de produire des choses plastiquement et graphiquement. C'est aussi dans l'idée que ça puisse être ensuite valorisé déjà en classe pour montrer ce qui a été fait, mais aussi qu'il puisse être transmis, par exemple, s'il y a un groupe d'enfants qui travaille sur un projet, qui puisse ensuite aller le présenter aux autres avec ces supports-là qui ont été créés. C'est souvent aussi riche d'utiliser ça comme ça.
Et voilà, nous avons terminé notre présentation. Donc, nous pouvons échanger avec vous si vous avez des remarques, des questions. Si Ok. vous aussi, vous avez pu expérimenter des outils de co-conception auprès des jeunes enfants. Et peut-être qu'on peut répondre à quelques questions qui ont déjà été posées, notamment celle qui a été posée à l'instant. Faites-vous face à des ateliers avec un public d'enfants d'âges différents et comment vous adaptez vos outils à ces différences d'âge? En effet, ça, on ne l'a pas remis, mais en effet, tous les outils, alors il y a plein de choses qui sont adaptables, mais à chaque fois qu'on pense à un atelier, on l'adapte en fonction et de l'âge des enfants et de leur capacité, de leur spécificité s'il y en a, et aussi du contexte, c'est-à-dire est-ce que c'est une seule classe, est-ce qu'ils sont très nombreux ou est-ce que c'est un petit groupe, le taux d'encadrement, etc. Et donc, par exemple, comme on le disait, quand on va travailler avec des maternelles, on va plutôt essayer de susciter leur intérêt avec des supports comme des livres jeunesse, comme le fait d'aller dehors, comme le fait de leur donner des petites missions, des rôles, le fait aussi de les faire se déplacer, se mouvoir. Donc, par exemple, avec je sais pas, des principes un peu de petits débats mouvants, ou si je suis d'accord, je vais de ce côté, si je suis pas d'accord. Dans la cour, d'aller montrer des choses, d'aller les faire se déplacer, ça, souvent, c'est des choses qui marchent assez bien. Et puis, pareil, comme on l'a dit un peu dans le dessin, on va adapter si on travaille avec des enfants plus grands, voire même des adolescents, on peut les faire représenter en plan, des choses aussi même presque à l'échelle et tout ça, alors que si on travaille avec des plus petits, ça va être plutôt des choses un peu plus décontextualisées qu'on va venir ensuite placer nous-mêmes. Enfin voilà. Sur la spatialisation, par exemple, c'est quand même vraiment très différent de travailler avec des moins de 6 7 ans, on va dire, et des plus grands. Euh, Alors, il y a plein de questions. Peut-être Est-ce que les outils seront accessibles? Si oui, quelle modalité? Alors, l'outil Le qui kit, sera accessible, cours de c'est le récré. kit vraiment cours de récré comme on l'a dit, on l'a pensé pour que ce soit un outil qui soit partagé. Après, les outils, en fait, nous, il y en a beaucoup qu'on a créés nous-mêmes et qu'on utilise dans notre travail. Il y en a qui sont aussi des inspirations et qui sont des choses qui existent. Nous, on s'inspire aussi beaucoup des CAE qui développent beaucoup d'outils de conception et d'implication des enfants dans les projets. Donc voilà, après c'est un peu, je pense, au cas par cas, hein, s'il y a des outils spécifiquement pour lesquels vous avez des questions, voilà, vous pouvez. Alors peut-être cette question, quand vous travaillez avec des écoles, c'est à la demande des enseignants de la commune, pas toujours simple d'avoir un temps scolaire dédié à ces réflexions, projets d'aménagement avec les enfants. En effet, Mm. alors nous, récréation urbaine, quand on travaille dans les cours d'école, que ce soit des projets de réaménagement de cours d'école ou aussi on travaille aussi sur des projets plutôt de design actif, comme on a vu, peinture au sol, mobilier, etc. C'est en effet quasiment toujours à la demande des communes, des municipalités, puisque c'est eux qui ont la compétence et qui sont les gestionnaires et les propriétaires de ces espaces d'école. Donc, c'est une municipalité qui a un projet de réaménagement d'une cour d'école et qui va faire appel à nous pour assurer le volet concertation et accompagnement du projet. Parfois, ça peut être aussi à la demande d'enseignants ou de parents d'élèves qui souhaitent faire un projet et donc bah, on peut essayer d'aller chercher des financements pour la réalisation. Voilà. Des Mais c'est projets. vrai que c'est pas euh, enfin, comment dire, quand c'est pas toujours simple d'avoir des temps aussi spécifiques Oui. avec les équipes enseignantes. Oui. Parfois, ça peut être aussi euh, considéré un peu comme un travail en plus Ouais. de faire ces ateliers en classe. En effet, donc c'est pour ça que nous, déjà, on essaie de s'adapter au maximum à la temporalité scolaire, donc c'est-à-dire être dans les heures Ouais. évidemment de travail en classe. Quand on doit échanger avec les enseignants, c'est souvent sur les temps de midi pour pas leur rajouter des heures supplémentaires de travail, etc. Et puis après, c'est aussi, et nous, c'est aussi une volonté qu'on a de travailler davantage aussi avec les enseignants et les pédagogues pour vraiment en fait faire en sorte que les projets sur lesquels nous on travaille en classe
en fait, répondent aussi à des besoins d'apprentissage et aux programmes et aux notions qui sont abordées. Donc, par exemple, quand on travaille avec des TO2, on sait qu'ils travaillent justement la question de la spatialisation, de la représentation dans l'espace, Géométrie. et la géométrie, la géographie. Enfin, il y a plein de choses en fait qu'on peut venir convoquer dans les projets qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment des échanges à avoir avec les enseignants pour tout ça. Il y avait une question sur les enfants au début, il y avait une question, avez-vous un retour d'expérience vis-à-vis d'outils mobilisés auprès d'enfants présentant des troubles dys, TDAH, aphasie, etc. Pas précisément, mais c'est un sujet sur lequel on travaille, le sujet du handicap et de l'inclusion, et en fait, adapter aussi les projets. En effet, quand on fait des projets de réaménagement, bah, c'est toujours la question de comment on fait un lieu qui soit adapté à tous les enfants, à tous les besoins, à toutes les envies, à toutes les personnalités et à toutes les spécificités aussi. Donc, c'est pas simple. En fait, c'est un peu au cas par cas. Par exemple, là, on avait fait une concertation pour un projet de réaménagement de cours d'école où il y a une classe d'enfants sourds et malentendants au sein de l'école. Et donc là, c'était prendre en compte leurs besoins spécifiques et l'inclure dans le projet. On a aussi des pistes de travail avec des instituts éducatifs spécialisés justement pour travailler davantage cette question-là. Nous, dans l'idéal, on aimerait constituer un groupe de personnes qui accompagnent ces enfants-là, qui nous font aussi des retours sur les projets qu'on fait et qui voilà, nous ouvrent un peu aussi des perspectives sur euh, des choses à travailler avec des enfants qui ont des troubles, en effet. Donc, on y réfléchit, mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour que ce soit... il y a encore des questions. Ah, il y a Vous beaucoup de posez beaucoup de questions. questions. Merci pour les retours positifs et les questions. On ne sait plus où on en est. Oui. Êtes-vous associatif? Donc, nous, Oui. Récréation Urbaine, on est une SCOP maintenant. Donc, on est une entreprise, mais coopérative. On était association avant. Donc, on a à la fois des subventions, mais également, on est financé par le biais de prestations ou de réponses à des marchés, mais en effet, plutôt par des fonds publics, puisque c'est des collectivités. Dans vos démarches, bah oui, enfin, en tout cas, on travaille un peu aussi avec des chercheurs et chercheuses là-dessus, notamment une chercheuse qui travaille sur le bien-être à l'école et la motivation scolaire. Et donc, avec elle, on travaille sur un projet de recherche qui permet de voir en effet comment, quand les enfants sont impliqués dans des projets, comme ça de concertation et de conception partagée, comment ça a une influence sur leur bien-être à l'école. Donc oui, mais il y a encore plein de choses à faire. Si vous avez des projets de recherche ou de thèse sur le sujet, n'hésitez pas à nous contacter. Quelles sont les erreurs à ne pas faire quand on veut travailler avec les enfants? Bon, je pense que déjà, on apprend aussi en faisant hein, et qu'il y a des choses à expérimenter et que parfois ça marche ou ça marche pas. C'est pour ça qu'à la fin, on avait essayé de mettre des petits conseils et ce qui nous semblait Ouais. important. Euh, voilà, je pense en effet de faire quelque chose de trop descendant si c'est vraiment, si on vient dans la posture qu'on va présenter des choses, donner à voir, expliquer pendant une heure. Bah, souvent, ça marche pas trop. L'idée, c'est vraiment que les acteurs, ils soient acteurs, les enfants, ils soient acteurs Et de aussi, l'atelier, qui participent réellement. et aussi savoir lâcher prise. Mm, Parfois, on a peut-être en tête quel est le rendu final de ce qui va mm, être fait et en fait, ça va pas du tout être ça. Donc voilà, savoir vraiment lâcher prise, je pense, quand on mm. travaille avec des enfants. Et après, ouais, l'adaptabilité aussi, de se dire qu'en effet, souvent, on prépare une trame, un déroulé, mais il faut aussi voilà, être prête à Accueillir la spontanéité. voilà, et l'imprévu et savoir modifier ce qu'on avait prévu. Je dirais aussi peut-être un conseil un peu pratique, mais donner les informations et les consignes au fur et à mesure et Mm. pas dire tout de suite tout. C'est un peu, enfin, ça, c'est des choses assez pragmatiques, mais si on va faire dessiner et ensuite découper des enfants, bah, on leur donne pas tout de suite les feutres et les ciseaux, sinon voilà, on va pas forcément contrôler les choses dans l'ordre dans lequel ils vont le faire. Donc, et donner les consignes vraiment Ouais. une à une.
Et sans pas, tout expliquer dès le oui, départ. et pas donner non plus trop de possibilités et trop d'outils. En fait, choisir aussi en amont les outils. Ouais. Voilà, parce que plus il y a de choix, bah, plus l'enfant va être aussi perdu en fait dans tout ce choix. Ouais. Adapter son vocabulaire, Ouais. Céline qui dit ça. En effet, vraiment éviter d'être dans le jargon et vraiment utiliser des mots simples et adaptés pour que tout le monde le comprenne. Et ça, je pense que c'est vrai aussi parce que dans chaque corps de métier, on a tendance à être un peu jargonneux et donc d'adapter en fait. Enfin voilà, quand on parle de paysage, d'urbanisme, d'architecture, de design, en fait, c'est des choses qu'on peut décrire de manière très très simple et donc d'utiliser des mots vraiment le plus simple possible. Moi, quand je parle du paysage et quand j'essaye d'expliquer ce que c'est que le paysage, je dis simplement que c'est les espaces où on est dehors. Et en fait, c'est très simple et ça permet aux enfants de très bien comprendre ce dont on parle. Quand on parle d'urbanisme, bah, en fait, Mm. c'est la ville. Donc, c'est quoi la ville? Enfin, voilà. Il y a, voilà. Il y a une autre question sur le Et, nom de oui. la chercheuse dont je parlais tout à l'heure. C'est Stéphanie Caillot. Voilà. Ouais. Et je dirais aussi un conseil, c'est aussi de toujours faire des allers-retours avec l'équipe enseignante, c'est-à-dire Mm. avant l'atelier, et ben bien expliquer qu'est-ce qu'on va faire, les étapes de l'atelier, le matériel dont on aurait besoin, ce qui permet aussi en tout cas aux professionnels qui s'occupent des enfants de nous conseiller aussi sur, enfin, parfois on a comment dire, une trame en tête et en fait ça va un petit peu évoluer en fonction de l'expertise du professionnel qui encadre les enfants. Et aussi faire un retour d'expérience Mm. à la suite de l'atelier Mm. pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ou comment on peut améliorer pour les prochaines fois. Parce que souvent, c'est c'est des suites d'ateliers. Enfin, il y Des a un cycles. premier, ouais, c'est un peu des cycles. Donc, on va souvent revoir les Mm. mêmes enfants ou les mêmes classes dans tout le processus. Enfin, surtout si on veut travailler en effet sur la conception d'un projet. Nous, c'est vrai qu'on ne l'a pas trop dit, mais on travaille quasiment tout le temps avec un même groupe d'enfants qui suit et il y a plusieurs étapes. Et ce qui est important aussi, c'est qu'en tout cas, quand on travaille sur un projet de conception, par exemple, d'un espace qui va être aménagé, c'est de vraiment être très clair sur ce qui va être fait et pas fait au début et éventuellement ça peut évoluer pendant le projet, mais en tout cas, c'est important quand on travaille avec des enfants de leur montrer le résultat après, ou bien s'il n'y en a pas, ou si c'est pas ce qui était prévu au début, de leur expliquer pourquoi. Par exemple, quand on fait des projets de réaménagement de cours, nous, on revient systématiquement leur présenter le projet une fois qu'il a été dessiné, par exemple, et de leur expliquer, bah, en fait, vous aviez proposé de mettre un toboggan, mais ça n'a pas été possible pour telle et telle raison. On leur explique bah, pourquoi, en fait, on doit faire des arbitrages financiers, techniques, qu'il y a des choses qu'on doit respecter, que bah, là, il y avait un arbre et qu'on voulait le conserver, donc on n'a pas pu faire l'espace exactement comme on voulait. Enfin voilà. Et en fait, juste de leur expliquer simplement ça, souvent, ça suffit à ce qu'ils comprennent pourquoi. Il ne faut pas non plus se dire que si on a travaillé avec des enfants, il faut absolument réaliser tout ce qu'ils ont demandé. Non, mais il faut leur expliquer et il faut revenir les voir pour leur dire qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce qui va pas être fait et pourquoi. Voilà, ça c'est parce que souvent ils n'oublient pas et ils ont tout à fait en mémoire ce qu'on leur a dit. Donc voilà, et il y a Est-ce qu'il encore y a d'autres j'ai préparé un questions? projet artistique et un autre scientifique pour le cycle 3 CM1 CM2. Ok, et bah super. Ça peut même être un projet artistique et scientifique ensemble, ça peut être génial. Et donc oui, en effet, faut s'adapter à chaque fois. Est-ce que les enfants sont lecteurs, est-ce qu'ils savent écrire, et en fonction de leur âge et de leur capacité, Mm. voilà, de pas les mettre en difficulté, de les mettre, de leur donner des outils et de leur proposer des choses qu'ils vont savoir faire et qui vont leur permettre de s'exprimer. Si déjà ils savent pas écrire et que vous leur demandez d'écrire des choses, bah forcément ça va être compliqué. Donc voilà. Et puis sur
voilà, la manière de concevoir les outils, on l'a un petit peu dit aussi tout à l'heure, mais faire en sorte que les choses soient bien lisibles. C'est pour ça que nous, on essaye de travailler assez précisément la typographie, par exemple, la lisibilité des consignes, des outils, pour que ça ne soit pas un frein, en fait, que ça fonctionne. Voilà, Bah, merci merci. pour les retours, merci à vous. S'il y en a, ah oui, la couleur pour les cadres, alors Pourquoi ça, vous j'ai pas choisissez la la couleur? réponse. Ouais, les premiers cadres qui étaient Ah, en couleur, les roses et violets, je ne sais pas, pour être honnête, puisque c'est ici, pas ouais. moi qui les avais fabriqués. Euh, Mais Alors moi, justement, voilà, en fait, il y a deux projets là dans les trois photos que vous voyez. Les ouais, photos colorées, donc c'est plutôt récréation urbaine, et la photo, le cadre noir, c'est moi qui ai pu réaliser ça dans une résidence artistique. Et moi, justement, j'avais plutôt envie que ce soit un cadre noir, étant donné que je voulais que les enfants repèrent les couleurs, mm. qu'il y ait une forme de neutralité dans la couleur noire. Voilà, c'était simplement pour cette raison. Et à l'inverse, de mettre de la couleur, ça peut être une manière de mettre en valeur un peu plutôt un espace qu'on veut valoriser. Mais j'ai pas de réponse plus précise que ça sur le choix en particulier de ces couleurs-là. Voilà. Merci pour les messages. Et donc, je pense que sur la question du replay, ça a été répondu. Ce sera en Ce ligne sur sera en ligne, YouTube. oui, sur YouTube ces prochaines semaines, courant juin. Voilà. Il nous reste encore 10 minutes s'il y en a qui veulent encore poser des questions ou bien qui souhaitent partager des expériences aussi euh, un peu similaires. Et peut aussi savoir qu'il n'y a pas, comment dire, on n'est pas les seuls à, heureusement, à produire, à réfléchir sur les outils de co-conception. Il y a aujourd'hui en France beaucoup de collectifs, de Mm, structures, d'associations qui sont experts aussi de la co-conception avec les usagers et aussi les enfants, et donc qui ont un panel aussi d'outils. mm. Là, les outils qu'on vous a présentés, c'est vraiment ce que nous avons pu faire et expérimenter, mais encore une fois, voilà, il y a plein d'autres outils qui peuvent exister. C'est pas une liste Exhaustive. exhaustive. Oui. Merci pour les retours. Et bah, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? C'est possible aussi de prendre la parole, hein, si vous le souhaitez. Ah. J'utilise également certains des Mm, outils que vous avez présentés dans ma pratique de médiatrice culturelle et de guide conférencière lors de visites avec les scolaires pour les mm, rendre acteurs et actrices de la visite. Ouais. oui. Tout à fait, c'est vraiment, ouais, voilà, c'est vraiment des outils qui peuvent, des exemples qui peuvent être utilisés à plein de fins différentes et en effet dans de la médiation culturelle, soit de visite de lieux culturels ou même d'expérimentation, ça peut être des super bases en effet. Et co-construction, architecture Oui. in vivo. Bah oui, Architecture in Bonjour. Vivo, on pense à vous. Oui, oui. Oui, oui, Architecture in Vivo qui est sur Toulouse, il me semble, et qui est une agence d'architecture et d'urbanisme spécialisée dans les processus de participation. Donc oui. Parvenez-vous à faire comprendre facilement aux municipalités professionnelles de la petite enfance la pertinence de cette approche participative? Avec le collectif Ribambelle, nous avons expérimenté ce type de méthodologie au cours de différents projets, mais nous rencontrons des difficultés à mettre en lumière ce type de pratique. En effet, alors, il y a des municipalités qui sont déjà convaincues et qui portent déjà des projets de ville à hauteur d'enfant, comme nous, c'est le cas par exemple à Lille et dans d'autres communes alentours. Donc c'est sûr que
quand il y a des municipalités qui sont convaincues de l'importance d'inclure des enfants et des démarches participatives, c'est plus facile. Après, sur les professionnels de la petite enfance, je pense que c'est assez variable. C'est pareil pour les enseignants. C'est très variable, mais on a quand même, c'est quand même plutôt toujours des projets qui sont plutôt positifs parce Oui. qu'ils sont pour le bien-être des enfants, pour améliorer des lieux, des espaces, créer des nouvelles, enfin voilà, égayer, venir ajouter de la couleur et tout ça. Donc c'est quand même toujours Bien accueilli de accueilli. manière positive, oui. Les Côtes d'Armor en Bretagne, un collectif sur cette même thématique. Alors en Bretagne, moi je connais Hmm. le collectif Atelier Bivouac, qui sont un collectif de paysagistes qui conçoivent et réalisent des aménagements participatifs avec des habitants, des élus et aussi des enfants. Notamment sur des projets de cours d'école. Il y a un dispositif qui s'appelle Shifumi en Bretagne, Ouais, donc vous pouvez regarder. sur Lyon, alors il y avait Chic de l'Archi Et ou Atelier Atelier Popcorn. Popcorn, et il Mais me voilà, bon, il semble y a la que... réponse de Voilà. Noélie qui dit que ça s'arrête, en effet, Atelier Popcorn s'arrête, mais Équal Sari, oui, tout à fait, Oui, Équal quoi, ça Sari arrive. à Marseille, Robin des Villes également. Bah, c'est bien, on a plein de... Il y Il y a a qu'à Faucon. Faucon. Il y a... Comment vous faites pour les projets? Est-ce que vous répondez à des appels d'offres ou est-ce que vous faites des propositions en démarchant? Eh ben, Les ça deux. dépend, les deux. Ouais. Soit ça a des réponses en effet à des appels d'offres, à des marchés. Ça peut nous arriver de répondre en groupement aussi avec des architectes, des paysagistes, par exemple. Ça peut être des communes, des municipalités qui font appel à nous Sous directement forme d'appel à sous projet. forme d'appel à projet, de subventions ou bien de prestations, ou bien c'est parfois nous aussi qui pouvons les démarcher. Donc c'est un peu de tout. Autour d'Angers, il y a le polo ouais, qui est vers Tours. Tours, ouais. Ouais. Alors là, c'est plutôt démarche participative, c'est pas forcément à ma connaissance, le polo fait pas forcément C'est pas de vraiment de la... démarche avec des enfants à Ouais. proprement parler. Une veille sur les structures en France. Oui, ça, c'est le réseau Arte Plan. Ouais, tout à fait. Le Polo faisait une veille sur les structures en France. C'est le réseau Arte Plan. Enfin, il y a un site internet qui s'appelle Arte Plan qui recense où toutes Oula. ces initiatives. On a- On peut peut-être arrêter le partage. ouais. Ouais. Je sais pas Euh, ce que tu voulais faire. voilà, je voulais écrire à Arte Plan, mais Ah oui. Ah, vas-y, tu peux l'écrire là. voilà. Et puis il y a le réseau Regard qui Oui. recense beaucoup, beaucoup d'acteurs, d'actrices, de collectifs sur ces sujets-là. Donc voilà, c'est plein de ressources. Vous Euh, pouvez, vous pouvez cliquer si vous êtes dans enfin, sur la plateforme, vous allez dans le projet et enfin, je pourrais mettre le lien peut-être de la plateforme. Et il y a différents filtres et donc vous pouvez filtrer aussi en fonction, voilà, si c'est plutôt projet dans une école, en crèche, en lieu culturel. mm, il y a des filtres. Je vais essayer de mettre le lien. Hop, hop, voilà. Et ben, s'il n'y a pas plus... Ah, si, il y a une autre question. Je reviens sur les outils pour déterminer les choix collectifs. Comment organisez-vous les débats pour qu'ils soient démocratiques? Mm, Utilisez-vous des méthodes existantes, éducation populaire? oui. Oui, oui, Euh, on se base beaucoup sur des méthodes d'éducation populaire. On essaye, enfin, quand on fait des choix collectifs, on laisse déjà, enfin, on essaye de partir du principe que chacun, chacune a le droit de s'exprimer et a le droit à être écouté. Donc, on laisse vraiment à chacun, à chaque enfant, la possibilité de s'exprimer, de présenter son idée, par exemple. Ensuite, j'ai parlé tout à l'heure du vote par consentement, donc qui permet vraiment de pouvoir
justifier, enfin qui permet aux autres de pouvoir s'exprimer sur l'idée d'un camarade, par exemple, et ensuite qui permet de faire des choix qui respectent les souhaits de chacun. Par exemple, un enfant qui va proposer de faire un espace calme parce que lui ou elle, ou il sait qu'il y a des enfants qui souhaiteraient pouvoir lire dans la cour, et ben les autres enfants vont pouvoir dire s'ils sont d'accord, s'ils aimeraient avoir ça. Si eux, ils souhaitent pas forcément utiliser ce dispositif-là, mais qui sont pas contre, ou si vraiment, si les votes rouges, en fait, s'ils bloquent l'idée, c'est vraiment, ça doit être justifié et ça doit être parce que ça va gêner d'autres, parce que ça respecte pas les conditions du projet, parce que pour telle et telle raison. Mais donc voilà, c'est comme ça en fait qu'on fait la régulation. Et puis parfois, il y a plusieurs idées qui sont similaires et ça permet de comparer, de dire bah, qu'est-ce qu'on entend derrière cette idée-là. Si vous êtes 3 4 à avoir proposé une cabane, en fait, qu'est-ce qui correspondrait au plus grand nombre? Qu'est-ce qui serait le plus souhaitable pour tout le monde? Donc, euh, donc voilà, c'est un peu sous cette forme-là que nous, on travaille pour faire justement ces choix et qu'ils soient équitables et qui respectent la volonté de chacun et chacune. Voilà. Et on a aussi, je dirais, Merci. là je vois une réponse du CAUE Oui, 80. Il y a aussi, oui, les CAUE, donc les conseils oui. d'architecture, D'urbanisme d'urbanisme et et d'environnement. d'environnement, qui travaillent beaucoup aussi sur la sensibilisation à l'architecture pour les enfants dans le cadre d'ateliers scolaires et Ouais. périscolaires. Voilà. Donc il y a plein de ressources aussi sur les sites des CAUE. Donc ouais, ça faut pas hésiter à aller voir. Voilà, bah, il est 14 heures. Je pense qu'on peut s'arrêter. Merci beaucoup pour Il est tous l'heure. vos messages, questions. Merci, c'était très intéressant. En situation de handicap mentaux et cognitifs, nous avons commencé à expérimenter, trop bien. Bah, c'est aussi des sujets sur Oui. lesquels on travaille, donc tout à fait, avec plaisir pour échanger davantage sur ces sujets-là. Et nous, on travaille aussi pas mal sur la question des adolescents et des adolescentes qui sont encore un peu trop peu prises en compte dans les projets d'aménagement. Donc là, on travaille avec un groupe de recherche Mm. sur le sujet et une expérimentation avec la ville de Lille. Donc voilà, et puis aussi sur le sujet des tout petits, évidemment, c'est des choses sur lesquelles on travaille actuellement, nos deux Avec structures le premier ensemble. cri. Donc voilà, notamment sur le projet CVE au dehors pour lequel on vous a fait un peu de pub tout à l'heure. Donc on est ravis aussi, on serait ravis de pouvoir en échanger aussi là-dessus. Voilà, si vous avez d'autres. Et c'est aussi intéressant, nous, Premier Cri, on travaille aussi sur la conception d'outils de co-conception, mais pour plutôt à destination des professionnels qui, elles, sont expertes des tout petits. Donc, c'est euh, comment traduire comment dire, comment les professionnels peuvent avoir leur avis aussi en Mm, fonction des tout petits qu'elles accueillent. Enfin, mm. euh, puisqu'on ne peut pas forcément interroger des tout Des bébés. bébés, à part Euh, en langue des signes. voilà. Mais voilà. Et bah écoutez, Merci pour votre participation. merci beaucoup pour votre présence. Nous allons arrêter là et à très bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir. Comment je coupe?